טוב, שבוע טוב tout le monde. Voilà. On va continuer les rechotes de Shabbat après cette petite pause de 2 semaines avec Shavuot au milieu. On a reçu la Torah, donc on est encore plus frais. Voilà. Top. On est dans le 3e grand groupe de Melachot de Shabbat. D'accord, on a déjà fait la première étape, c'est la Melacha de Tzad. D'accord, Tzad c'est capturer. On a étudié toutes les halachot qui sont liées à la Melacha de Tzad. D'accord, de capturer un animal. Ça commence, la Melacha qui entame les Melachot qui vont traiter le travail de les étapes des peaux. D'accord, les étapes des peaux, c'est-à-dire du travail des peaux dans le Mishkan. D'accord, dans le Mishkan, il a fallu prendre les peaux et couvrir avec ça le Mishkan. Donc il y a plusieurs étapes pour arriver à ces peaux-là. Pour arriver à une belle peau qui est bien travaillée, qui est bien nette, qui est colorée, il y a plusieurs étapes. La première étape, donc s'il s'agit par exemple d'un cerf, d'un daim, comme il est marqué Orot Elim Meodamim, d'accord, c'est les peaux de Tachash, deux sortes de bêtes, Elim Meodamim et Tachash. Pour avoir ces peaux-là, il faut capturer la bête. Capturer, c'est la Melacha de Tzad. Ça, on a étudié. Maintenant, on est dans la Melacha de Shochet. D'accord, Shochet, ça veut dire que pour dépecer la peau, on ne va pas dépecer la bête vivante. Donc il faut la tuer. D'accord, tuer pour utiliser la bête, pour après dépecer la peau, et ensuite travailler la peau, et après rendre la peau lisse, et après la travailler. D'accord. Ensuite, la poncer, la frotter bien, la découper, et après on la trempe dans le couleur et on a de quoi recouvrir le Mishkan. Donc on est dans la deuxième étape qui est Shochet. Alors on ne va pas étudier la halachot de Shrita, on va étudier la Melacha de Shochet. D'accord? Traduction, Shochet, c'est égorger. Sacrification rituelle, on va dire. D'accord, ça c'est Shochet. Mais dans Shabbat, vous savez comment ça marche. Shabbat, on ne regarde pas la traduction littérale. Shabbat, on regarde qu'est-ce qui se cache derrière cette action de Shochet. D'accord? Qu'est-ce qui se cache derrière la Melacha, l'action que je suis en train de faire de Shochet? Alors, lorsque je sacrifie une bête, qu'est-ce qui se passe? La bête, elle était vivante, et maintenant, elle est morte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est parti dans cette bête, c'est son âme. D'accord? Elle a une âme nefesh abéhémite. Elle a une âme bestiale. Même les bêtes, d'accord? Tout ce qui est vivant, il y a un nefesh. On va appeler ça un neshama, même qui a marqué netilat neshama. Mais c'est une âme. Donc en faisant la shrita, cette âme, elle a été prise de cette bête. Ça, c'est la définition de Melechet Shochet. C'est-à-dire que tout vivant, que je veux lui enlever son âme, c'est un interdit de Shochet. D'accord? Ça rentre dans la Melacha de Shochet. Ça s'appelle dans la Shon dans la halachot Netilat Neshama. D'accord? Capturer. Capturer, c'est lorsqu'elle est vivante. Une fois que j'ai passé l'étape de capturer, donc je la tue, je lui enlève sa vie, son âme. D'accord? Ça, c'est la. Donc peu importe comment je lui enlève son âme, peu importe la manière dont je fais. Quand on dit Shochet, c'est égorger, mais ça peut être de toutes les manières possibles. Je la frappe, ce que je peux faire, toutes les actions que je fais, que le but de ça c'est de la tuer et de lui enlever sa neshama, c'est l'action de la Melacha de Shochet. D'accord? Au Mishkan, avec le but, quel est le but? D'utiliser la bête, d'utiliser la peau. Bon. Tolda, dérivé de cette Melacha, dérivé de la Melacha de Shochet, c'est par exemple même faire une action où il n'y a pas vraiment un acte où je tue.
C'est-à-dire, toutes les actions qu'on vient de parler, enlever la neshama, il y a faire la shrita, il y a par exemple prendre une petite bête et l'écraser jusqu'à ce qu'elle meure. D'accord? Faire toutes sortes d'actions sur la bête est obligatoire avec mon action, inévitable, ça fait mourir la bête. Ça, c'est une action. Mais même lorsque je fais une action qui va engendrer que ça va mourir, ça, c'est une dérivée de la melacha de shochet. Exemple, si quelqu'un il prend par exemple un poisson. Un poisson, on va dire qu'avant Shabbat, il est déjà dans un ustensile. Donc il n'y a pas de problème de tzad. Parce qu'on a parlé dans la melacha d'avant, que si quelqu'un il prend un poisson de la mer, ça s'appelle qu'il capture. C'est melacha tzad. Il y en a qui disent que c'est kotser, on a vu aussi, parce qu'on l'enlève de son état vital. Comme ça ou comme ça, c'est la melacha de tzad. Moi je parle qu'avant Shabbat, elle est déjà dans mon ustensile. Et je prends ce poisson et je le sors de l'eau. Maintenant, lorsque je prends mon poisson et je le sortir de l'eau, qu'est-ce qui va se passer avec le poisson? Si un certain temps va s'écouler, le poisson va mourir. Donc là, j'ai pas fait une vraie action de tuer, j'ai pas fait la shrita, j'ai pas donné un coup, j'ai rien fait, j'ai juste enlevé de l'eau. Mais quand même, c'est un melacha de oraïta de shochet, parce que ça a le même but. L'action que je fais, l'action que je suis en train de faire, c'est inévitable que la neshama du poisson, elle va s'envoler. D'accord? Il y a des tzadikim qui sont mégougaliés dans les poissons. Donc, je vais lui faire envoyer sa neshama parce que je lui ai pris le poisson de l'eau. Un poisson évident de l'eau. D'accord? Alors, pourquoi c'est une tolda? Pourquoi c'est une dérivée? Parce que c'est pas direct. Et là, on peut se poser la question, pourquoi on ne dirait pas que c'est grama? Parce que moi, je sors le poisson de l'eau, il est encore vivant. Vous avez vu qu'on achète des poissons, des carpes, elles peuvent rester comme ça très longtemps, comme ça, dehors, en train de sauter en l'air, mais elles sont encore vivantes. Si je le remets dans l'eau, c'est vivant. Un poisson, il met du temps à mourir. Pourquoi je ne dirais pas que mon action de sortir le poisson de l'eau, c'est grama? Grama, ça veut dire que je cause sa mort. C'est pas direct. Qui c'est qui veut m'expliquer? Combien on est là, ce soir là dans le chiro? Raya et Rebecca? Oui. C'est tout, on est deux? Il y a aussi Rose. Ah, Rose. Non, on est trois. Top. Vous comprenez? Ça veut dire, pourquoi ici le fait de prendre le poisson et de le sortir de l'eau, c'est pas indirect? Parce qu'il ne meurt pas tout de suite le poisson. Il ne meurt pas tout de suite. Pourtant, j'ai dit que c'est un dérivé de la melacha de shochet. Pourquoi c'est comme ça? Alors, on a posé la même question lorsqu'on a étudié la melacha de bichoul. Et je crois aussi qu'on a étudié la melacha de tzad, capturé. Quelqu'un qui prend une marmite avec quelque chose de cru. Oui. Et il met sur le feu. Combien de temps ça met pour cuire? Ça ne cuit pas directement. Si c'est des pommes de terre là-bas ou du poulet, ça va mettre 3/4 d'heure, 1 heure. Jusqu'à ce que ça devienne macha ben ça, il va durer une bonne demi-heure. Donc si quelqu'un il met, au moment où il met la marmite sur le feu, ça ne cuit pas tout de suite. Donc pourquoi on ne dit pas que c'est grama? C'est-à-dire que je cause que ça va cuire, parce que ça ne cuit pas tout de suite, c'est indirect. Alors ça c'est une erreur. Il y a certaines mélachot, d'accord, que la manière dont elles se déroulent, ça met du temps. D'accord? Donc même si je commence, et l'action ne se fait pas directement au moment où j'agis, mais puisque au moment où j'agis, ça commence un processus de l'action, même si l'action n'est pas encore arrivée, ça s'appelle direct. Indirect, c'est faire une action qui n'a rien à voir avec la melacha. Rappelez-vous de l'exemple classique de grama, c'est les cruches avec l'eau. Lorsque je mets une cruche devant un feu, ça ne s'appelle pas que je commence à éteindre. Ma cruche, elle est fermée. Donc le fait de poser une cruche devant du feu, ça ne s'appelle pas que j'éteins. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle que je suis en train de faire une action qui va causer une extinction. Mais maintenant, ça ne s'appelle pas que ça commence à s'éteindre. Donc c'est grave. Et donc c'est indirect, et ça descend de niveau, et ce n'est pas une mélacha. Ça l'interdit des chachamim. Par contre, en cuir,
Le fait de mettre sur le feu, ça commence la cuisson. Ah, c'est pas encore cuit, oui, mais ça commence. Donc c'est le début d'une action qui met du temps, donc ça s'appelle pas grave. Pareil ici, j'ai long. Pareil la mélacha de shochet. Si je fais une action directement sur la bête, une bonne action très forte, alors elle meurt tout de suite. Mais il y a des cas de figure où ça va mettre du temps pour qu'elle meure. Un poisson, quand je le sors, il va falloir l'attendre. D'accord? Si jamais je remets le poisson au bout d'une minute et qu'il revient dans l'eau et qu'il vit, est-ce que j'ai transgressé l'interdit de shochet? Qu'est-ce que vous pensez? Je prends le poisson du verre ou du bocal levé, où il est déjà capturé. Donc j'ai commencé à faire apparemment la mélacha de shochet. J'attends une minute et je le remets dans l'eau. Est-ce que j'ai transgressé l'interdit de shochet? Oui? Pourquoi? Pourquoi j'ai transgressé? Oh, il aurait pu mourir, mais est-ce qu'il est mort? Non. Donc j'ai pas transgressé la mélacha. Puisque la mélacha, la définition de la mélacha, c'est netilat neshama. Enlever sa neshama. Lorsque je l'ai sortie de l'eau, sa neshama n'est pas encore partie. Elle était peut-être en talir, en processus de partir, mais elle n'est pas encore partie. Et donc je remets dans l'eau, il revit. Comme ça, un poisson, on sort, on peut sortir 2 minutes, il revient, et il vit, il continue à vivre dans l'eau. Maintenant, c'est-à-dire comme ça. Si je le laissais longtemps, de telle sorte à ce qu'il va mourir, il y a un certain chiot dans la Gemara, on dit qu'il faut qu'il y ait à peu près la taille d'une pièce en dessous de ses nageoires qui devient sec dans le poisson. Parce que le poisson il est liquide comme ça, lorsqu'on sort il est humide. Et dès qu'il commence à sécher un petit peu à un certain endroit, avant un certain chiot dans la Gemara, ça s'appelle qu'il est mort. Donc ça met du temps. S'il va mourir, rétroactivement ce que j'ai fait c'est direct. Parce que j'ai fait une action qui est un processus. Ça ne s'appelle pas indirect. Mais si je le remets, alors on ne peut pas dire que j'ai transgressé. Pourquoi? Parce que la neshama elle est restée. Je n'ai pas fait l'action de shochet qui définit enlever sa neshama. Ça sera par contre interdit par les chachamim, bien sûr, de faire ça. Pourquoi? De peur que j'oublie. Exactement, cette mélacha elle ressemble exactement à Melchet Bichoul. Quelqu'un qui met on va dire, il veut cuire, on va dire, il veut faire chauffer de l'eau, d'accord? Donc il prend une petite marmite avec un petit fangen comme ça avec de l'eau, il met sur le feu. Après il se rappelle que c'est Shabbat. Au bout d'une minute, au bout de 2 minutes, l'eau n'est pas encore arrivée à Yad sur les Dedbo, à 45 degrés. Il enlève vite du feu. Est-ce qu'il a transgressé l'interdit de Bichoul? Il a posé sur le feu, il a oublié que c'est Shabbat, il a posé sur le feu de l'eau. L'eau elle a commencé à chauffer, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, il se rappelle que c'est Shabbat, tout de suite il enlève du feu. Est-ce qu'il a transgressé la mélacha de Bichoul? Non, pas Binat Torah, il n'y a pas de mélacha. Mélacha de Bichoul, il n'y a pas. Parce que l'eau n'est pas arrivée à 45 degrés. D'un autre côté, si l'eau est arrivée à 45 degrés, on ne dit pas que c'est indirect. On dit que rétroactivement, l'action, elle s'est déroulée. Toute l'action de Mevachel, elle s'est déroulée. D'accord? Ça, c'est l'explication, c'est la même ressemble ces deux mélachot dans cette définition. C'est une action qui prend du temps. Pour que je transgresse la mélacha, il faut que tout se déroule. Il faut que le temps de cuire ou le temps que la neshama sorte, ça dépendra du coup que j'ai mis sur la bête. Si je donne un coup direct, ça va être en 2 secondes, elle va mourir. Si je donne un petit coup, elle va agonise, ça va mettre du temps. Dans le cas du poisson, si je le sors, il reste longtemps dedans, ça va mettre du temps. D'accord? Tout dans chaque cas de figure. Le but, c'est que la neshama elle sorte. Dès que la neshama est sortie, j'ai transgressé la mélacha, rétroactivement depuis le début. D'accord? Prendre et sortir le poisson, ça interdit de peur que j'oublie, de peur qu'il va rester. Donc ça, une xéra des chachamim. D'accord? Ça, c'est la définition de la mélacha de shochet. D'accord? Shi'ur. À chaque fois qu'on commence une mélacha, il y a toujours le shi'ur. C'est quoi le shi'ur? La quantité. Quantité de la mélacha. Chaque mélacha, pour qu'elle soit importante, il faut une quantité. Alors, dans cette mélacha, c'est kol she'u. C'est-à-dire quoi? Kol she'u,
infime. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune différence si j'ai tué une fourmi ou si j'ai tué un éléphant. Aucune différence dans la quantité. Parce qu'ici on est en train de parler d'enlever une neshama. Donc une fourmi elle a une neshama et un éléphant aussi il a une neshama. Un nefesh on va dire, ouais. Une âme. Il y a l'âme fourmi et il y a l'âme éléphant. Les deux c'est une âme. Si j'enlève l'âme, peu importe de où ou de quoi j'ai enlevé, peu importe de quel chiot, peu importe. C'est exactement la même élacha, je suis au même niveau. D'accord? Quelqu'un qui tue une fourmi ou qui tue un éléphant, il a fait la même mélacha exactement. On ne va pas selon la quantité de choses que j'ai, la grosseur de l'animal que j'ai tué. Non, aucun chiot. Toute netilat, neshama, de toute bria, de toute créature, c'est melechet shochet. Top. Toujours dans la définition de la mélacha, on a parlé maintenant de tuer, d'accord, d'enlever une neshama de toutes sortes de bêtes. Maintenant, quand on va arriver à la halakha dans les détails, on va commencer à avoir plusieurs cas de figure, d'accord, qu'on tue toutes sortes d'êtres vivants, toutes sortes d'animaux. Maintenant, il y a encore un deuxième point dans la mélacha. Alors, je vais dire d'abord en bref, juste en titre, et quand on arrivera après dans la halakha, je ne sais pas si on va avoir ça encore le temps de faire ça aujourd'hui, il y a un deuxième sujet qui rentre en jeu dans la mélacha de shochet. C'est quoi? Jusqu'à maintenant, on a dit que la définition de shochet, c'est d'enlever la neshama. C'est-à-dire, j'avais un animal, d'accord, il vivait, je lui ai enlevé sa vie, j'ai enlevé sa neshama. Très bien. Maintenant, il y a un chidouche, que même si l'être vivant est un corps vivant, donc on va parler même d'un animal ou même d'un homme, et que j'enlève du sang de cette bête. D'accord? Ça veut dire que je vais enlever une certaine quantité de sang. Peu importe la quantité d'ailleurs. Même une goutte. D'accord? Je fais une prise de sang. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est permis de Shabbat de faire sortir du sang ou pas? La personne elle vit, elle continue à vivre. Seulement, j'enlève. Alors je peux enlever le sang par un coup, je peux le blesser, d'accord, je peux donner un coup blessé et la neshama elle reste. Seulement il est blessé, il y a du sang qui est sorti. Je peux faire une prise de sang. Il y a toutes sortes de manières d'enlever du sang. On va prendre cette action sans rentrer dans les détails maintenant. En gros, faire sortir du sang d'une BM. Est-ce que ça fait partie ça rentre dans la définition de la mélacha de shochet? Alors le chidouche il est que oui. Enlever le sang d'un être vivant, peu importe la manière dont j'enlève, en fait c'est oui importe, on va voir que ça va différencier dans tous les cas de figure. On va dire que quand je prélève le sang pour utiliser le sang, ça rentre aussi dans la mélacha de shochet. Pourquoi? Alors je n'ai pas enlevé la personne, elle continue à vivre. Je ne lui ai pas enlevé sa neshama. Alors le chidouche il y a un passage dans la Torah qui dit Ki Adam ou un nefesh. Ça veut dire que la nefesh de l'homme, l'homme ou la bête, peu importe, dans tout ce qui est être vivant sur terre, je parle dans le monde animal, d'accord? Dans le monde animal et l'homme inclus. Le sang, il est porteur de nefesh. Ça veut dire que le nefesh, c'est l'âme, elle va se lier au sang. Le sang, c'est le porteur de la neshama, le nefesh, c'est la vie. Lorsque j'enlève du sang, j'enlève en fait une partie de l'âme. Et le chidouche ici, il est que la mélacha de shochet, d'accord, dans la mélacha, là, on va dans les critères de Hilchot Shabbat, dans les critères de Choshen Mishpat, tuer, c'est seulement tuer lorsque l'otir tsar, c'est seulement lorsque la personne elle est vraiment morte. Mais là, elle reste vivante et elle a du sang qui est sorti de son corps. Le fait qu'il y ait du sang qui est sorti de son corps, c'est une partie entre autres de la nefesh qui est sortie. Parce que le sang, il est avec le nefesh. Et donc, on rentre dans la définition de netilat neshama. D'accord? Donc, même une netila partielle de la neshama, comment je peux enlever une partie de la neshama? Si j'enlève un peu de sang. Parce que le sang, il fait partie intégrante de la neshama. Enfin, partie intégrante. On va dire le sang, il est porteur, on va dire,
le nefesh, d'accord, de la plus petite madrega de notre neshama, parce que notre neshama elle est très haute, il y a beaucoup elle est composée de plusieurs parties. Alors on n'est pas dans un cours de Kabbalah, mais la première partie de notre neshama en fait, c'est le nefesh, et la partie la plus basse, elle se repose sur le sang. Donc lorsque j'enlève une partie du sang, c'est comme si j'enlevais une partie du nefesh, il y a netilat neshama. Et c'est un interdit de la Torah. D'accord? Alors maintenant, bien sûr, on va voir beaucoup de détails, on va voir comment on va rendre ça, c'est en titre. Dans la définition de la Melacha, on rentre ça dans la définition de la Melacha. Maintenant, ça va dépendre de quelle manière j'ai enlevé le sang, quelle est l'intention que j'avais quand j'ai enlevé le sang, la manière, et on va voir même un chidouche, qu'on n'est pas obligé des fois, lorsque par exemple des êtres vivants qui ont une peau, on n'est pas obligé que le sang doit sortir à l'extérieur. Étant donné que j'ai donné un bon coup et que le sang a fait un bleu, ça s'appelle qu'il est déjà sorti, malgré qu'il n'est pas sorti. D'accord? Oh, parce qu'il est quand même sorti, d'où il vient le bleu qui se forme sur la peau? Du sang qui s'est détaché, d'accord, et qui est venu, qui a coloré la peau, donc il s'est détaché du corps. On n'est pas obligé qu'il sorte complètement à l'extérieur. Ça rentre dans la définition de Netilat Neshama. Alors tous ces détails on va voir quand on rentrera en détail dans la halachot. Pour l'instant c'est juste pour la définition, c'est important de dire ça. Donc il y a deux cas de figure comme ça dans cette Melacha de Shochet. Ou enlever, je résume, ou une définition de la Melacha de Shochet, c'est pas forcément l'action d'égorger, c'est enlever la Neshama de tout être vivant, d'accord? Peu importe la manière dont je fais, et même si elle ne meurt pas directement, ça va mettre du temps. L'exemple du poisson, je sors de l'eau et il va mourir dans quelques instants, donc plusieurs minutes. Ça dépend du poisson, ça dépend de sa force de résistance. D'accord? Donc ça, c'est pas direct, quand même on est chaya mishum netilat neshama. Il faut bien sûr que la neshama sorte. Si la neshama n'est pas encore sortie et que j'essaye de le remettre à l'état initial, c'est pas encore du tout la melacha de netilat neshama. Le shiur, peu importe, qui tue une fourmi tue un éléphant, c'est exactement pareil que point de vue Shabbat. D'accord? Exactement la même melacha, même degré de niveau. Parce que la neshama de la fourmi et la neshama de l'éléphant, les deux sont enlevés une neshama. Peu importe la quantité de l'être que j'ai tué. Et rentre dans la définition de netilat neshama, même une partie de la neshama, c'est-à-dire du sang. Le sang qui est porteur de neshama, même si j'ai enlevé une partie de sang, toute manière, prise de sang, frappé, blessé, toutes sortes de figures. On va voir que pas toujours on rentre dans la melacha, on va arriver dans les détails, mais faire sortir la neshama, ça rentre aussi, faire sortir du sang, ça rentre aussi dans la définition de netilat neshama. Top. Ça c'est introduction, définition de la melacha de Shochet. On continue. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Top. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de tuer des moustiques pendant Shabbat? Il y a un moustique qui arrête pas de tourner autour de moi. Je prends ma savate et clac, je frappe au moustique et je lui en fais une netilat neshama. Est-ce que j'ai le droit ou pas pendant Shabbat? Oui ou non? Vous avez peur de parler ou pas? Personne ne sait? On n'a pas le droit. Est-ce que ça l'interdit la Torah de Shochet? On n'a pas le droit, très bien. On n'a pas le droit de tuer un moustique pendant Shabbat. Maintenant ma question est, est-ce que je transgresse la melacha de Shochet, de Netilat Neshama? Ça je vous laisse réfléchir parce que ça on a vu plusieurs fois et avec ce qu'on a étudié dans la Melacha de Tzad. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je transgresse l'interdit de Shochet? L'interdit, la Melacha de Oraita de Shochet? Personne ne sait? Non, parce que là, elle est une Oh, très bien, voilà. C'est ça que j'attendais. C'est
pas un interdit de la Torah. Ça ne s'appelle pas que je transgresse la melacha de shochet. Ah, pourquoi? J'ai tué le moustique. En tuant le moustique, je donnais un bon coup, la neshama du moustique, elle est partie. Pourquoi c'est pas une melacha de Horaïta? Alors, comme on l'a dit ici, il y a un but. Il ne faut pas oublier le but. Dans chaque melacha, il y a un but précis. Et où est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le but? Au Mishkan. C'est toujours la même règle, toujours le même principe dans toutes les mélachot. Au Mishkan, pourquoi on tuait le cerf? Elim et Odamim, pourquoi on tuait? Pour comme un moustique qui me dérange? Non. Je le tue pour après pouvoir l'utiliser lui-même. Donc il y a un but. Je ne tue pas pour tuer. Je ne vais pas à la chasse. On tue le Elim pour après lui prendre sa peau et utiliser sa peau. Donc si je tue avec un but d'utiliser ce que je suis en train de tuer, shochet par exemple, quand on fait la shrita d'une vache, c'est pour manger sa viande. D'accord? Donc il y a un but. Le but c'est de faire la shrita pour manger la bête. Peu importe le but. Le but, c'est en tout cas, le but commun à tout ça, c'est d'utiliser ce qui reste de la neshama en fait, du corps. J'utilise le corps. Maintenant un moustique. Alors je sais pas, si c'est quelqu'un maintenant qui fait des expériences sur les ailes de moustique, alors pour lui, il transgresse la melacha de Doraïta, bien sûr, parce qu'il tue le moustique pour faire des expériences sur ses ailes. Mais en général, ma question elle est en général, quelqu'un qui tue un moustique, c'est parce qu'il le dérange. Il va rien faire après avec le moustique. Donc on tue, on fait une étilat neshama, mais le but, il est pour me débarrasser du moustique. Donc c'est l'inverse. C'est pas pour utiliser le moustique, c'est pour m'en débarrasser. Je fais rien avec le corps du moustique. Donc, c'est un interdit des chachamim. Ça s'appelle melacha she'ena tzricha legufa. Melacha, il y a l'acte ici. Je lui ai enlevé la neshama. L'action elle était directe, j'ai donné un coup dessus, la neshama elle est partie, tout là. Seulement, il n'y a pas le but. Donc ça descend de niveau, c'est pas une vraie melacha de Horaïta qu'on est chayav, c'est un interdit des chachamim. D'accord? Très bien. Donc maintenant, si j'ai un moustique qui me dérange, d'accord, j'ai pas le droit de le tuer. Maintenant, si ce moustique, il se pose sur ma peau, prêt à piquer, est-ce que j'ai le droit de le tuer? Tout le monde était là dans les cours où on a étudié capturer. Est-ce que j'ai le droit de le tuer? Le moustique qui vient, il se pose sur ma main. Prêt à piquer, est-ce que j'ai le droit de le tuer? Non. Est-ce que j'ai le droit de le capturer? Ah. Qui c'est qui a dit oui? Non. Je vois qu'on se rappelle des cours de capturer. Très bien. On a étudié ensemble il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, que s'il y a un moustique qui est prêt à piquer et qui se pose sur la main, on a le droit de le capturer. D'accord? J'ai le droit de le capturer. Pourquoi? Parce que capturer, c'est un interdit quand même, on n'a pas le droit de capturer tout être vivant. Mais puisque je souffre, puisque je suis prêt, il est prêt à piquer, je veux avoir une petite souffrance de piqûre de moustique qui est embêtant, j'ai le droit de transgresser l'interdit de capturer. Chachamim m'ont permis de capturer Bimkom Tsa'ar lorsque c'est prêt à piquer. Pourquoi Chachamim? Pourquoi c'est pas un interdit de capturer de la Torah un moustique? À part Chaya, vous avez étudié la preuve de il faudrait qu'on fasse une chazara sur Tzad. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Capturer un moustique, est-ce que c'est un interdit de la Torah ou des Chachamim? Des Chachamim. Pourquoi? Plus fort, parlez un peu plus fort. Bon, j'entends très mal, mais je devine. J'essaye de deviner la réponse. Je capture, ça veut dire le fait qu'on capture, on n'a pas l'habitude de capturer des moustiques. On capture des souris peut-être, on capture toutes sortes de choses, de cerfs, des oiseaux, mais on ne capture pas des moustiques. Donc,
c'est pas l'habitude de capturer des moustiques. Donc c'est en mino nitzod. L'espèce ne se capture pas. Donc c'est des rabbanan. D'accord? Très clair, donc je résume. Capturer un moustique, c'est l'interdit des chachamim. Tuer un moustique, on a dit c'est aussi l'interdit des chachamim. D'accord? Si j'ai un moustique qui est prêt à me piquer, est-ce que j'ai le droit de le capturer? Oui ou non? Oui. Est-ce que j'ai le droit de le tuer? Non. Makarama et Bdel. Quelle différence? Les deux, c'est l'interdit des chachamim. Si chachamim n'ont pas interdit lorsqu'il y a un tsar, une souffrance de piqûre de moustique, donc pourquoi ils ont interdit de tuer? Même tuer un moustique, c'est pas l'interdit de la Torah, c'est l'interdit de chachamim. Vous comprenez la question ou pas? Tout le monde a compris la question? Parlez plus fort, j'entends rien. J'entends rien du tout. J'entends rien. Quelle différence il y a entre eux? Quoi? Top. Alors je répète. Je vais essayer de dire la réponse, je n'entends rien du tout, donc je vais vous dire la réponse. La réponse, elle est qu'il y a une grande différence. J'espère que vous avez compris la question. La réponse, elle est comme ça. Capturer, c'est un interdit des chachamim 100%. Parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de capturer. Donc c'est un interdit des chachamim classique. Pourquoi chachamim ont interdit? D'après la Torah, ça devrait être permis. Pourquoi chachamim ont interdit? Parce que ça ressemble. L'acte, il ressemble. Donc on fait une barrière, on interdit de capturer les moustiques. Par contre, tuer un moustique, c'est un interdit des chachamim qui est beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a l'action d'enlever la neshama. Seulement, il manque le but. La preuve, c'est qu'on appelle ça melacha. On appelle ça melacha comme on appelle les melachot de Shabbat. Seulement, on dit c'est melacha chez Enat Tzricha Legoufa. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une des grandes bases dans la melachot de Shabbat. Retenez bien cette réponse. C'est pas tous les interdits des chachamim qui ont le même niveau. L'interdit de melacha chez Natzricha les Goufa, en l'occurrence dans notre cas à nous, tuer le moustique, c'est un interdit des chachamim parce qu'on n'utilise pas le moustique, mais il est beaucoup plus fort que capturer un moustique, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de capturer un moustique. Vous voyez la différence de niveau? Donc puisque c'est un niveau qui est beaucoup plus fort, chachamim ils ont permis qu'un niveau faible. En cas de tsar, c'est quoi tsar? En cas de douleur. Une petite souffrance, il n'y a pas de sakana, il n'y a rien, il n'y a pas de nézek, il n'y a pas de... Une petite piqûre de moustique, c'est un dérangeant. Donc Chachamim, à cause de ce tsar, de cette petite souffrance, ils ont permis un interdit des Chachamim. C'est les Chachamim, un osrim, un matérib, à pêcher à ça ou à pêcher idir. D'accord? Mais un interdit des Rabbanan qui est chamour, comme Melacha chez Natzka Legoufa, on ne peut pas le permettre d'imkom tsar. Ça, c'est la différence. D'accord? D'où l'importance de bien définir chaque action, comment elle rentre dans quel sujet. Bon, j'espère que tout le monde a bien compris la réponse. On continue. Est-ce que j'ai le droit de mettre de l'insecticide dans une pièce où il y a des moustiques? Un pchit, je parle, une bombe à insecticide. En Israël, ça s'appelle le K300, peu importe, une bombe à insecticide à moustiques. Est-ce que il y a une pièce avec des moustiques, est-ce que j'ai le droit de mettre une bombe pendant Shabbat dans la pièce? Bon, il y a un problème de son, on ne veut pas discuter. Ouais, j'entends rien du tout. Alors je vais vous dire. Directement, d'accord? Tirer directement la bombe sur les moustiques, ça c'est interdit. On a dit qu'on n'a pas le droit de tuer. Alors, tous les cas de figure, des moustiques, c'est pas un cas de nézek ou de démangement, de sakanat mavet. Je parle des moustiques qui sont gentils, ils font juste des petites piqûres, pas plus.
Donc mettre la bombe directement sur un moustique, étant donné que c'est évident que si je pulvérise sur le moustique, il va mourir. Donc ça c'est interdit. C'est comme tuer, peu importe. On a dit, c'est melacha chez Natsricha le Goufa. Très bien. Maintenant, il y a un cas de figure où on peut permettre de mettre de l'insecticide comme ça. Je ne sais pas si ça s'appelle l'insecticide, je ne sais pas comment ça s'appelle. On va appeler ça une bombe à moustique. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de mettre cette bombe-là dans cette pièce? Alors, il y a un cas de figure où j'ai le droit. Quel est le cas de figure? Si je laisse la fenêtre ouverte, d'accord? Premièrement, j'ouvre une fenêtre. Je laisse une possibilité d'évacuation des moustiques. Je ne ferme pas la pièce hermétique. Première chose. Deuxième chose, je ne vise pas la bombe sur les moustiques, je la vise dans un autre côté de la pièce, là où il n'y a pas de moustiques. Maintenant, c'est possible qu'avec la quantité que j'ai mis, en ne visant pas sur les moustiques, il va y avoir des moustiques qui vont mourir. Mais là, la fin, elle est que c'est permis. Moutard. Pourquoi? Alors, on rentre dans les règles. Les règles, nos théorèmes classiques de Ilchot Shabbat. C'est comme les avdil des théorèmes de mathématiques. D'accord, avec tout, on a l'habitude maintenant comment ça marche. Première question. Est-ce que j'ai l'intention de tuer les moustiques? Est-ce que mon intention elle est de tuer les moustiques? Personne ne veut parler, hein? Mon intention elle n'est pas de tuer les moustiques. Mon intention, elle est de chasser les moustiques. Mon intention, elle est que je n'ai pas envie qu'ils soient dans cette pièce. D'accord? Très bien. Donc, je n'ai pas l'intention de faire l'interdit direct de tuer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Avec l'insecticide, est-ce que c'est 100%? Donc, deuxième question qu'on pose, une fois que c'est Eno Mitkaven. L'interdit, il est de tuer. Mon intention, elle n'est pas de tuer. Mon intention, c'est de chasser les moustiques. Donc, je n'ai pas de moyen de les chasser comme ça. Si je peux les chasser sans insecticide, c'est encore mieux. Mais il y a beaucoup de moustiques. Donc, l'insecticide, ça va aider. Maintenant, est-ce que... On a dit que je n'ai pas l'intention. Très bien. J'ai aucun intérêt à tuer ces moustiques. J'ai intérêt à ce que ces moustiques sortent de la pièce. Deuxième chose. Est-ce que c'est inévitable? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une possibilité, même lointaine, mais il y a une possibilité, que tous les moustiques sortent par la fenêtre et ne sont pas attaqués par la bombe? Oui, parce que je n'ai pas fermé la pièce. Si je ferme hermétique la pièce et que je mets cette bombe là-bas, même si je ne vise pas directement sur les moustiques, ils vont mourir tôt ou tard, parce qu'ils sont fermés, ça va les asphyxier, d'accord? Moi je parle que je laisse la porte ouverte. Donc grand 1, je n'ai pas l'intention de les tuer, j'ai l'intention de les chasser. Grand 2, c'est pas inévitable, donc c'est pas psychréché. Donc c'est moutard. Vous avez compris? Étant donné que c'est pas 100% qui vont tuer, qui vont mourir, je laisse une possibilité, même lointaine, quand je suis Eno Mitkaven, même si le résultat, il y a quelques moustiques qui vont mourir. Mais moi, puisque je n'ai pas eu l'intention de les tuer vraiment, je mets l'insecticide juste pour les faire, ça va les perturber, ils vont commencer à s'envoler, ils vont chercher où sortir, ils vont sortir par la fenêtre. Et c'est pas sûr qu'ils vont mourir. Même si au résultat il y en a qui vont mourir, moi j'ai pas eu l'intention et c'était pas 100%. Ça s'appelle Davar chez Eno Mitkaven. D'accord? Vous m'avez compris? Donc ça c'est le cas de figure où je suis dans un cas où je suis dans une pièce et il y a plusieurs moustiques qui me dérangent. Si j'ouvre une fenêtre, j'ai une possibilité d'échapper, que je mets de l'insecticide, pas sur les moustiques, mais à un autre endroit de la pièce, et de telle manière que ça va s'évaporer dans la pièce, ça va exciter les moustiques qui vont vouloir sortir. Moi, Kavana, elle n'est pas de tuer, c'est pas psychréché, c'est moutard. D'accord? On continue. Est-ce que j'ai le droit d'enlever les poux des cheveux pendant Shabbat? Et la question, elle n'est pas seulement d'enlever les poux, est-ce que j'ai le droit de les tuer? C'est-à-dire quand on enlève des poux, en général, on enlève les poux et on tue. Est-ce que j'ai le droit d'enlever les poux et j'ai le droit de les tuer aussi par la suite? Vous connaissez cette halakha ou pas?
Allez, le pou, il bouge. S'il bouge, il a une échara. Donc je tue le pou. Est-ce que j'ai le droit de... D'abord, on va commencer avant de tuer le pou. Est-ce que j'ai le droit d'abord d'enlever les poux d'une tête, des cheveux, pendant Shabbat? Alors la réponse, elle est tout dépend comment je les enlève. Si j'enlève avec un peigne, c'est interdit. Surtout en particulier le peigne à poux. Le peigne à poux, il est fait avec des dents de fer très serrées. Et donc, c'est sûr et 100% qu'on va arracher des cheveux. Et donc, c'est psychréché là, c'est inévitable. C'est une melacha de oraita qui est. Quelle melacha? Hein? Quelle melacha elle est? Quelle melacha je transgresse si je prends un peigne à poux et je tire les cheveux avec le peigne? Non. Kotser, c'est dans le végétal. Gozez. Gozez. C'est la même idée que Kotser, mais Kotser c'est dans le monde végétal et Gozez c'est dans le monde animal. Donc ça c'est sûr, c'est interdit d'enlever les poux avec un peigne à poux, ça c'est sûr. D'accord? Alors maintenant la question elle est, est-ce que j'ai le droit d'enlever sans peigne? Sans le peigne, je fais attention à ne pas arracher les cheveux. J'enlève. D'abord, est-ce qu'il y a un interdit de trier lorsque j'enlève les poux de la tête, les cheveux? Boréa. Est-ce qu'il y a boréa? Participe pas assez ce soir. Est-ce qu'il y a boréa? La réponse est qu'il n'y a pas boréa. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enlever les cheveux des poux. On a déjà dit plusieurs fois cette idée-là. On enlève le pou des cheveux. Il n'y a pas de deux choix ici. Borer, c'est quand il y a deux possibilités et que je décide d'enlever le mauvais du bon. Mais là, il n'y a pas de deux possibilités. Donc c'est la manière d'enlever, il n'y a pas de borer. Donc si j'utilise un peigne, c'est interdit, c'est gozez. Si je n'utilise pas de peigne, c'est permis et il n'y a pas d'interdit de borer. Donc, après tout ça, après toutes ces étapes-là, j'ai réussi à attraper un pou dans ma main. Est-ce que j'ai le droit de le tuer, ce pou? Qui c'est qui veut dire une réponse? J'ai le droit ou pas? Personne ne sait? Alors je vais vous dire. La halakha elle est qu'on a le droit de tuer ce pou pendant Shabbat. La question est pourquoi? D'accord? Pourquoi j'ai le droit de tuer ce pou? Avec ce pou, il y a une neshama, il vit. Et en tuant ce pou, je vais enlever la neshama, d'après la définition, ça devrait être un interdit. On va peut-être pas interdire la Torah parce qu'on n'a rien à faire avec ce pou. Mais on a interdit des chachamim, chamo, mais la chache n'a pas les gouffres. Alors la réponse, elle est, la Gemara elle pose cette question. Et la Gemara elle répond. Elle dit les poux ne se reproduisent pas. Comme ça la Gemara dit. D'accord? Et alors qu'est-ce qu'il y a s'ils ne se reproduisent pas? Ils ont une vie. Réponse, on se réfère au Mishkan. D'accord? On se réfère au Mishkan. Qu'est-ce qu'il y avait au Mishkan? Il y avait des élim. Élim, c'est des boucs. Des boucs, des chachim. Ces bêtes-là, ce sont des bêtes qui se reproduisent. Qui sont paré véravé, comme la chose de Piria Verivia. Ça veut dire que c'est des bêtes qui ont une caractéristique de se reproduire. Et la Gemara elle dit que les poux ne se reproduisent pas. Puisqu'ils ne se reproduisent pas, donc ça ne ressemble pas aux bêtes qu'on tuait au Mishkan. Donc enlever une neshama d'une bête qui ne se reproduit pas ne rentre pas dans le cadre de la melacha. Vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire au Mishkan, on regarde toujours ce qu'il y avait. Quelle était la nature des bêtes qu'on a un interdit de netilat neshama, de shochet dessus? C'est une bête qui se reproduit. Les poux ne se reproduisent pas, donc ils ne rentrent pas dans le cadre de la melacha de shochet. Donc c'est permis de tuer un pou. Maintenant, vous n'avez pas une question sur ce que je viens de dire? Personne n'a de question? La question elle est évidente.
on voit des lentes. Il y a les poux et il y a les lentes. D'accord? Dans les produits de poux, il y a marqué poux et lentes. C'est quoi les lentes? C'est des œufs. Des œufs. Les poux, ils pondent des œufs. Donc si les poux, ils pondent des œufs, ça veut dire qu'ils se reproduisent. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec la Gemara qui dit que les poux ne se reproduisent pas? Ça, c'est une question intéressante. Il faut ouvrir en fait une parenthèse dans cette mélacha là de Shochet. D'accord? C'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'on fait avec la Gemara? C'est-à-dire, d'un côté, on a fait prouver scientifiquement que les poux se reproduisent. D'accord? On voit des lentilles. Donc, les scientifiques ils disent que les poux se reproduisent. Et la Gemara, elle nous dit que les poux ne se reproduisent pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, si je vais d'après la Gemara, c'est permis. Si je vais d'après les scientifiques, c'est interdit. Donc, on va d'après qui? D'après la Gemara ou d'après les scientifiques? Hein? Alors, il y en a qui répondent comme ça. Il y en a qui posent pas de questions. Ils disent, on voit des poux, on voit des lampes, d'accord. Mais la Gemara, elle a dit que ça ne se reproduit pas, donc ça ne se reproduit pas. Ah, mais les scientifiques, ils disent que oui. Eh bien, on va d'après les Chachamim, on va d'après les scientifiques. Ça, c'est une approche. Et donc, c'est permis. D'un autre côté, il y a une autre approche. Il y a beaucoup, c'est une halakha très intéressante. Il y a plus de hashkafa ici que de halakha. D'un autre côté, le Rav Eliashiv, lui, il ne veut pas permettre de tuer les poux pendant Shabbat. Pourquoi? Ils disent que les scientifiques disent que ça se reproduit. Donc c'est possible qu'au temps de la Gemara, ça ne se reproduisait pas, et à notre époque, ça se reproduit. D'accord? Ça, c'est une autre approche. Donc ça sera interdit d'après cette approche. Maintenant, le Rav Ovadia Yosef, dans son Sefer, et le Rav Moshe Levi, et encore dans beaucoup de Sfarim, de plusieurs Chachamim, ils disent que ça reste permis. Pourquoi? Parce que Chachamim ont dit que ça ne se reproduit pas. Alors maintenant, il faut expliquer ce qu'on voit en face de nous. On voit en face de nous des œufs. Donc comment on va expliquer ça? Alors, il y a plusieurs explications. Je ne vais pas donner plusieurs explications. Je vais donner une seule explication, celle de Rav Moshe Levi, dans son Sefer de Menuchat Ahava. La Gemara, elle rajoute quelque chose. Parce que si ça ne se reproduit pas, donc il faut comprendre d'où ils viennent alors. D'accord? Parce que sans reproduction, il ne peut pas exister tout le monde animal. Donc d'où ils viennent? La Gemara a dit, ils naissent de la sueur. Zéa. Zéa, c'est de la sueur. Ils naissent de la saleté. Comme si par exemple vous laissez quelque chose, un morceau de viande pourrir, longtemps, il va y avoir des vers qui vont venir. D'où ils sont venus ces vers? C'est venu de la pourriture, de la moisissure. D'accord? Il y a des choses comme ça qui naissent de la moisissure et de la sueur. Donc la Gemara dit que ça vient de la zéa. Alors, Rav Moshe Levi explique comme ça. Il dit que les poux, ils se reproduisent. Seulement, ils peuvent se reproduire, pas de manière naturelle, pas dans un milieu naturel. Ils peuvent se reproduire que s'il y a de la zéa. D'accord? Que s'il y a de la sueur. Donc, si ça ne se reproduit que quand il y a de la sueur, et c'est ça qui donne naissance aux lentes et aux poux, c'est pas une reproduction normale. Si je compare ça à la reproduction de tous les animaux et des behemoths qu'on a vu dans le Mishkan, c'est-à-dire de la haïl, d'accord, et se produisent sans endroit spécial, naturellement, sans condition. Donc, le fait qu'ils grandissent et qu'ils se reproduisent que dans un milieu spécial, c'est considéré comme s'ils n'ont pas la caractéristique de parer vers avec. Ça ne ressemble pas au Mishkan. C'est ça ce qu'ils ont voulu dire Chachamim lorsqu'ils ont dit que les poux ne se reproduisent pas. Ils ne se reproduisent pas de manière normale, sans milieu spécial. Ils ont besoin d'un milieu spécial qui est la zéa. Sans ce milieu, ils ne peuvent pas se reproduire. Donc ça sort de la définition de reproduction. Et donc ça sort du Mishkan. Et donc ça sort du Chal de la Melacha. Ça ne ressemble pas du tout, c'est permis. Clair? Ça, c'est une des explications. Comment essayer de rejoindre les scientifiques avec la Gemara et comprendre ce que la Gemara dit que c'est permis de tuer les poux. D'accord? Donc si on revient à l'histoire des poux, si on
veut enlever les poux pendant Shabbat, on n'utilise pas de peigne. On prend la main, on fait attention de ne pas arracher les cheveux. Et une fois que j'ai attrapé le pou, j'ai le droit de le tuer. D'accord? Mouta. Pourquoi? Parce que c'est une chave et non pas rêver comme on a expliqué. Top. Ensuite, une dernière chose qu'il nous reste à voir dans ce sujet-là. Il y a plusieurs sortes de chayot. C'est-à-dire quoi? Il va y avoir des cas de figure où j'aurai le droit de tuer des êtres vivants. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tuer, on a commencé à parler du moustique. Tuer un moustique qui me dérange, on a dit qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Interdit des chachamim, il a enlevé la neshama où il n'y a pas de but, il n'y a pas de melachach et tzricha legoufa. C'est pas le melachach et tzricha legoufa, c'est un interdit des chachamim. Maintenant, si on a une bête qui est dangereuse et qui a un risque lointain, qu'elle peut tuer quelqu'un, un serpent dangereux, un chien enragé, toutes sortes d'exemples comme ça, d'accord? Voire même un cas, par exemple, de guêpe qui tourne autour de quelqu'un qui est très très sensible aux piqûres de guêpe, qui peut développer une allergie jusqu'à même loin, dans un cas même rare, mourir. Ça, on rentre à la preuve de pikuach nefesh, et là, on a le droit de tuer, même si elles font rien, même si elles sont dans un coin. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal que pikuach nefesh d'Ochel Shabbat. D'accord? Et pikuach nefesh, c'est pas qu'on est face au danger. C'est même s'il y a un danger très lointain, mais possible, on est mechalel Shabbat. Donc là, on ne rentre plus dans les règles de melacha, lo melacha, melacha shatzra legoufa. Donc, une bête qui est dangereuse, si elle n'est pas enfermée, bien sûr, s'il y a un loup, s'il y a un lion dans sa cage bien fermée, alors ça, on n'a pas le droit de le tuer parce qu'il est bien gardé. Je parle dans un cas où il a une possibilité de nuire et même de tuer. Ça, c'est moutard de tuer. On a le droit directement de tuer. Très bien. Maintenant, il y a une deuxième sorte de Baal Chai, d'être d'animal. On a des animaux qui sont pas, même lointains, il n'y a pas de risque qui tue. Un serpent qui n'est pas venimeux. D'accord? Un chien qui n'est pas enragé. D'accord? Toutes sortes de bêtes qui sont dangereux, mais qui ne sont pas dans le danger de vie. Ça veut dire que les risques, les dommages qu'ils feront, ce sera des blessures. Donc c'est un vrai nézek. Est-ce que j'ai le droit de tuer pendant Shabbat une bête comme ça? Alors là, ça va dépendre. Si c'est une bête qui est en position d'attaque, d'accord? Même si elle n'est pas encore sur moi, elle est prête à attaquer, on a le droit de le tuer. Pourquoi? Alors on a dit tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de tuer un moustique. Alors là, c'est très différent. Pourquoi? Tuer, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'un serpent qui n'est pas venimeux, il n'y a pas de danger mortel. Seulement s'il pique, il fait une sérieuse morsure. Mais ce n'est pas plus qu'une morsure. Donc il fait un dédommagement. Alors, ce serpent comme ça, la lacha est comme ça. Si je le tue, c'est un interdit des chachamim. Pourquoi? C'est melacha chez natzricha legoufa, je ne veux rien faire avec le serpent. D'un autre côté, ici, c'est pas comme la piqûre de moustique. Ici, le dédommagement, il est beaucoup plus sérieux. C'est une morsure, c'est une vraie blessure. Mais ce n'est pas un danger mortel, il n'y a pas pikuach nefesh. Donc là, puisque le danger il est plus fort, et le tsar il est plus important, Chachamim ont permis même une melacha chez Natzka Legoufa qui est un des Rabbanan Chamour. C'est pas comme le moustique. T'as compris? Ça, il y a 3 niveaux en fait. Il y a une fourmi, quelqu'un il voit une fourmi et elle lui dérange. Alors là, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de la tuer. Il n'a même pas le droit de la chasser. Parce que ça ne s'appelle pas déranger une fourmi. Il n'y a pas de tsar. Deuxième niveau, il y a le moustique. Le moustique, on dit ça dépend. S'il est en train de voler, alors ça n'a le droit ni de le chasser ni de le tuer. Dès qu'il se pose sur moi prêt à piquer, j'ai le droit de chasser, mais je n'ai pas le droit de tuer. Ça, on a expliqué tout à l'heure la différence. Pourquoi ça oui, ça non. Maintenant, on monte de niveau. C'est pas une petite piqûre, c'est une vraie morsure. Mais c'est pas pikuach nefesh, il n'y a pas danger de mort. Alors s'il charge, j'ai le droit de tuer. Mais s'il ne charge pas, alors la lacha elle est que on n'a pas le droit de le tuer.
D'accord? Parce qu'on n'est pas en danger. Par contre, il y a un moyen de tuer qui est permis. Comment? De faire en sorte que je marche. On va dire c'est un scorpion, d'accord? Peut-être un scorpion, ça peut être un danger de mort. Je parle on va dire un serpent qui n'est pas dangereux. D'accord? Je marche, c'est-à-dire je fais pas une action de tuer. Je marche les toumeaux, ça s'appelle Oler les toumeaux. Je marche tranquillement. Et en marchant, je le tue. J'ai le droit. Quelle différence? Tout à l'heure, on a dit que s'il charge, j'ai le droit de le prendre et de faire une action de tuer clairement. S'il ne charge pas, j'ai le droit de le tuer en passant comme ça, en marchant. Quelle différence? Alors, l'explication, elle est comme ça. C'est que Chachamim, ils ont en fait permis dans tous les cas de figure, parce qu'ici il y a un Nézek. Seulement, ils n'ont pas voulu permettre lorsque l'animal ne charge pas. Parce qu'aux yeux des gens, les gens ne vont pas faire la différence entre quelqu'un qui tue pour utiliser la bête et quelqu'un qui tue en cas de se défendre. Parce qu'il n'est pas en train d'attaquer. S'il sera en train d'attaquer, c'est clair que je peux me défendre, donc là c'est permis. Mais s'il est gentiment, il n'est pas en train d'attaquer. Donc l'action, elle est vraiment de Netilat Neshama. Donc on n'a pas voulu faire un acte qui est clair que je suis en train de le tuer. Marcher comme ça en passant le tuer. Même avec la kavana, on a le droit. Il faut tuer sans qu'on ait sans qu'il y ait la manière claire que j'ai envie de le tuer. Clair? D'accord? Donc en fait maintenant on reprend. Tout niveau, tout dépend. On reprend. Il y a, là peut-être la semaine prochaine on va encore reprendre bien en résumé. Il y a l'interdit de tzad, de capturer, et il y a l'interdit de tuer. Les deux, c'est un interdit des chachamim. Capturer, c'est un interdit rabbanan normal. Tuer, c'est un interdit des rabbanan chamour. Donc là, ça va dépendre du niveau. C'est-à-dire quoi, ça dépend du niveau? Tout va dépendre du niveau, et là, je veux permettre des interdits des chachamim. Là, moi, bien sûr, les chachamim. Les chachamim vont permettre des interdits des chachamim selon le niveau de la douleur. Alors, il y a du plus bas niveau au plus haut niveau. Plus bas niveau, c'est une fourmi, par exemple. Ne dérange personne, la fourmi. Pourquoi on la tue? Donc on a le droit ni de la chasser, ni de la tuer. Ensuite, il y a le moustique. Ça dépend où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est sur ma peau ou il est dans l'air? S'il est dans l'air, on n'a pas le droit de le tuer. La seule possibilité, comme on a vu tout à l'heure, c'est de mettre l'insecticide avec pas directement sur le moustique, avec une fenêtre ouverte. Comme on a expliqué tout à l'heure. S'il est posé sur moi, prêt à piquer, alors j'ai le droit de le chasser, mais j'ai pas le droit de le tuer. Parce que c'est pas encore un vrai tsar, c'est ça qu'on appelle une piqûre de moustique. On me gratte pendant quelques heures et c'est fini. Par contre, si c'est un animal qui fait des dégâts, et là c'est un tsar plus important, là je permets même l'interdit des chachamim, chamo, qui est tué. Bien sûr, je n'utilise pas la bête. Ouais. Donc là, j'ai le droit même de tuer. S'il me charge. S'il ne me charge pas, il faut que je fasse comme si je marchais, j'ai le droit de le tuer. Comme on l'a expliqué. Dernier niveau maintenant, si c'est un danger de vie, voilà, Metaber. Qui me charge pas, dans tous les cas de figure, j'ai le droit de le tuer pour éviter, à condition qu'ils soient en position de peut-être endommager. Voilà. On va reprendre ça la semaine prochaine, vous attachez. Et on parlera du dernier sujet qui reste dans la mélacha de Shochet, c'est tout ce qui est lié à faire sortir du sang. Donc il y a plein de sujets. Il y a les blessures, il y a une prise de sang, se brosser les dents. Tout rentre dans ce sujet d'arracher une dent. D'accord? Tout rentre dans ces sujets de blessures pendant Shabbat. Et en fait, enlever le sang qui rentre, comme on a expliqué dans l'introduction, dans la mélacha de Netilat Neshama partiel. Voilà.